Sur le front de la lutte contre l'immigration illégale, vous avez donné, Bruno Retailleau, des consignes au préfet là pour intensifier les contrôles, notamment dans les trains, les bus vers d'autres villes, dans les gares. Comment ça se traduit concrètement ces contrôles? C'est une mobilisation sur plusieurs jours des forces de l'ordre? Le contrôle que j'ai réintroduit de façon beaucoup plus serrée qu'avant, c'est ma circulaire du 25 novembre dernier. C'est le contrôle aux frontières avec une force frontière. Contrairement à d'autres pays, nous ne disposons pas de garde-frontières, d'un corps unifié de garde-frontières. Donc on a fait une force frontière avec des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires, les forces sentinelles. Et là, on garde la frontière et la bande des 20 km. Mais là, ce que je veux faire, ce qu'on a commencé à faire avec les bus en mois de mai dernier, là c'est avec les gares. Dans ces 48 heures, on va mobiliser 4000 gendarmes, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. Ce que nous voulons signifier, ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, de la façon la plus ferme et la plus définitive. Un pays, c'est des frontières, c'est-à-dire un dedans et un dehors. Vous les interpellez après ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, ensuite, pour les expulser. Beaucoup plus facile que lorsque les individus échappent à notre contrôle grâce à la directive retour qui leur donne, figurez-vous, un délai de départ volontaire. C'est ça que je cherche et que je vais modifier avec mes collègues européens. Donc ça, c'est dans C'est dans les tuyaux. La Commission a mis sur la table ce règlement, un projet, le 11 mars. Pendant ces quelques jours, nous avons mobilisé plus de 4000 forces qui sont des gendarmes, des policiers, mais aussi des douaniers, et y compris la force sentinelle. Je pense que cette lutte contre l'immigration irrégulière, elle est fondamentale. On ne maîtrisera pas l'immigration, c'est ce que nous demandent les Français, dans leur immense majorité, si on n'oppose pas un front contre l'immigration irrégulière. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par l'envoi, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez vous pour quelques heures. Je vais bien sûr retourner. Je vous ferai le compte rendu dans la prochaine publication sur le cas de certains de nos compatriotes que nous avons rencontrés qui sont dans la situation d'irrégularité aux États-Unis et qui sont malades. Nous avons rencontré 3 dont je vous ferai le compte rendu dans la prochaine publication. Mais j'ai voulu intervenir ici parce que c'est un projet que j'ai depuis la semaine dernière. Je n'ai pas pu échanger avec vous parce que je partais. Et là, il faut que j'en parle rapidement pour pouvoir avancer. Mais c'est un sujet qui rejoint aussi celui pour lequel je me suis déplacé avec mon équipe. Nous n'avons pas vu tout le monde. Ce que je n'ai pas vu, j'irai les voir peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vous expliquerai pourquoi au cours de cette publication. Je suis donc de retour chez vous. J'ai voulu échanger avec vous comme d'habitude. Aujourd'hui est donc un nouveau jour. Nous sommes dans l'après-midi. Je viens juste d'arriver. Il faut que j'échange avec vous. L'actualité mondiale nous préoccupe. Mais nous avons aussi intérêt à 80% de nous concentrer sur ce qui se passe dans notre continent, l'Afrique. Parce que tout ce que vous voyez à l'international, la chute, le championnat, la finale, se jouera de l'autre côté. Au Cameroun, au Sénégal, au Burkina, au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, dans tous ces pays-là, tout ce que vous voyez dans le monde là, le but c'est de contrôler l'Afrique. Donc, le sujet pour lequel je vais échanger avec vous aujourd'hui rentre dans le même ordre de tout ce qui se passe. Mais seulement ça te concerne. Ça me concerne. Alors, aujourd'hui est un nouveau jour. Ceux qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce matin et de voir ce soir,
glorifier Dieu et célébrer la vie. Parce que au courant de cette journée, il y a beaucoup qui nous ont quittés. Moi, j'ai eu la grâce du Tout-Puissant de Ntizama. Je suis parti et je suis rentré avec toute mon équipe en bonne santé. Je ne lui dirai jamais assez merci pour ce qu'il m'apporte, pour ce qu'il m'a apporté et pour ce qu'il continuera de m'apporter dans ma vie de tous les jours et de toutes celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien, dont vous en faites partie. Disons merci Ntizama. Il faut que tu répètes ça. Toi qui regardes cette vidéo, tu t'assois là où tu es, tu dis merci Allah, merci Zama, merci Zamba, merci Zambe, merci Tatabe, merci Loba, merci God, merci Job, merci Allah, merci Nini. Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Bien. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté à l'entame de cette publication, je vous ai fait passer les extraits des ministres français de l'Intérieur. Le ministre français de l'Intérieur fait la chasse aux sans-papiers en France. Est-ce nouveau? Non. Je vous avais dit ici, parce que vous n'écoutez pas, la France, c'est lutter contre les musulmans. Leur politique, lutter contre les musulmans, lutter contre les noirs, organiser les terroristes et le terrorisme eux-mêmes, parce que le terrorisme qui est organisé en France est organisé par les gouvernants français. Comme d'ailleurs, vous avez suivi le président nouvellement élu dans mon pays d'accueil, il a dit, donc je n'invente rien, que ce pays, par le biais de USAID, ont passé leur temps à financer des groupes terroristes. Vous l'avez vu en France, le président français qui a reçu l'un des plus grands terroristes qu'ils ont eux-mêmes fabriqué en chef d'État en Syrie. Vous avez suivi ça. Vous avez vu ça de vos propres yeux. Pour ceux qui n'ont pas vu, réécoutez encore. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. C'est un accueil à l'Élysée et une poignée de main très controversée. Poignée de main entre le président français et le dirigeant syrien, qui est aussi un ancien djihadiste. Malgré les critiques et la polémique, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron met en avant une coopération nécessaire contre le terrorisme. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays? Vous plaisantez? Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nosra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces images? J'ai pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. La destitution pour avoir reçu malgré tout un terroriste par intérim. Un terroriste. Il préside aux destinées d'un pays qui est un carrefour dans la région. Mais un carrefour, quelqu'un qui s'est réjoui des attentats. Une chose est d'avoir une ambassade à la rigueur. Une autre est d'avoir des rencontres à l'ONU, ailleurs, encore qu'il a fallu demander à l'ONU la permission, puisqu'il est classé comme terroriste. Évidemment, il y avait un mandat, tout à fait. Il y a un mandat, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il est sous mandat d'arrêt. Mais quelle honte pour les victimes du terrorisme. Et il appelle au secours, il lui donne des tapes dans le dos. Mais enfin, Emmanuel Macron a perdu la tête. On entend votre stupéfaction et même davantage. Bien, ce monsieur-là était terroriste, mais ils ont fait de lui président, n'est-ce pas? Très bien. Alors, vous avez donc vu le ministre de l'Intérieur en France qui fait la chasse. Il faut aller partout, dans les bus, les métros, les trains, les maisons, chercher les sans-papiers. Quelle honte! C'est une honte à nul autre pareil. Quand Dieu seul sait, et toi aussi tu le sais, que dans ce pays-là, ceux qui ont construit la France et certains pays en Occident sont tes parents. Nous sommes allés en France, nous, nos parents, nous y sommes allés parce qu'ils sont venus nous chercher, parfois attachés comme des fagots de bois pour aller construire les rails, pour aller construire la France. Ils sont venus nous chercher pour aller se battre pour libérer la France entre les mains d'Hitler. Ces gens que tu vois là. Si la France est propre, nettoyée, c'est les Noirs, c'est les Arabes. Et la seule politique des dirigeants français, c'est toujours persécuter les femmes arabes, persécuter les noirs, persécuter les hommes comme des femmes, persécuter l'islam, persécuter les musulmans. Toute la politique, c'est ça. Est-ce qu'ils ont tort? Oui. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Donc oui et non.
Oui, parce qu'ils disaient des choses qu'ils ne respectent pas. Ils disaient des choses qu'ils ne respectent pas. Ils ont tort parce que ce n'est pas normal de fonctionner comme ça. C'est lâche, c'est malheureux, c'est petit de se comporter ainsi. Quand on sait l'apport des Noirs, des Arabes en France, c'est lâche de se comporter comme ça. Et c'est devenu un mode de vie. C'est-à-dire que les Africains et les Arabes sont devenus le bétail des politiciens. Le bétail des politiciens. Je ne parle pas du bétail électoral. Le bétail des politiciens. Parce que chaque fois qu'un politicien veut aller à l'élection présidentielle, il faut taper sur les Arabes. Il faut taper sur les Noirs. Il faut taper sur les Arabes. Il faut taper sur les Noirs. Toujours les mêmes. Yes. Mais quand vous devenez donc français, vous devenez en ce moment-là le bétail électoral. Quand vous n'avez pas de papier, vous êtes le bétail des politiciens. Il faut taper sur vous. Il faut dire aux vrais Français que... En fait, aux vrais Français... Il faut dire aux Français blancs que voilà, si vous vivez mal ici, ce sont les Noirs, votre petit peuple. Et tous les premiers ministres, tous les ministres de l'Intérieur, tous les hommes politiques presque ont la même politique. La même politique. Sarkozy l'a fait, persécuter les Noirs partout. Manuel Valls l'a fait, persécuter les Noirs partout. Tout simplement, après ça, ils finissent comme des chaussettes quelque part. Donc c'est un mode c'est un comportement qui relève des incompétents, des gens qui sont dénués d'humanisme, des gens pauvres mentalement. Ces gens sont mentalement, humainement pauvres et matériellement pauvres parce qu'ils vivent, parce que c'est nous qui faisons vivre la France. Oui, c'est nous, la France que vous voyez là, c'est nous qui la faisons vivre. Le président Gbagbo vous l'a démontré que c'est lui qui donnait l'argent. Il donnait. Bourgi, l'avocat, vous a décrit comment il partait porter l'argent pour venir donner à ces gens-là. Le Dominique de Villepin, Jacques Chirac et les autres. Gbagbo n'est pas mort. Gbagbo vous l'a expliqué, tout le monde a vu. Vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. Vous parlez, alors on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, la chose a tombé. Se passer, allons de l'avant. Beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je lui dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac, le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était
le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se passe bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, j'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Nous avons affaire à une association de bandits, des délinquants politiques, des délinquants humains qui font dans la traite des Noirs, l'esclavage, l'immigration choisie. Oui, monsieur, voilà le terme. La traite des Noirs, l'esclavage, l'immigration choisie. Alors quand vous pouvez être utile au gouvernement français dans le domaine du football, vous êtes un bon noir jusqu'à ce qu'on puisse te purger. Tu deviens comme une orange, on te presse. Quand on a fini, on te jette. On n'en parle plus. Parfois, on t'insulte. Il faut être un boxeur sans papier. Alors là, tout de suite, on te donne la nationalité française parce que tu vas aller combattre pour eux. Il faut être un tennisman. À ce moment-là, on te prend au sérieux. Dès qu'on a fini de t'exploiter, on commence à t'insulter. Si on ne t'insulte pas, on te mettra une femme blanche derrière. Elle va te raconter une histoire, tu l'as violée, on vide tes corps et paf, tu finis en prison. Voilà des comportements des barbouzes, des voyous, des délinquants, des dirigeants délinquants. Voilà ce que c'est que les dirigeants français. Il faut faire la différence ici entre le peuple français qui est un peuple frère, qui n'est pas différent de nous dans la souffrance, et les dirigeants français que vous voyez là. Regardez comment ils se comportent. Comme des véritables voyous. Enfin, comme des véritables voyous. Puisqu'ils sont des voyous. Voilà un président qui marche avec le bracelet au pied, bracelet électronique. Tout un président impliqué dans le trafic de cocaïne, impliqué dans la corruption, impliqué dans le trafic d'influence, impliqué dans tout. Un président. Et ces gens-là se lèvent, ils viennent donner des leçons aux Africains. Ils viennent donner des leçons aux Africains en Afrique. Et persécuter les Africains chez eux. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ceux qui sont les nôtres ne sont pas les nôtres. Ou je vais l'expliquer autrement. Parce que ceux qui sont des présidents ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là parce que ils ont été mis en place par ceux qui les ont nommés. Puisque la plupart des pays africains, l'élection c'est pour animer la galerie. Les chefs d'État sont cooptés, choisis et nommés. Les chefs d'État ne sont pas en campagne plus élus. Non. La France décide que c'est toi. Il suffit de voir celui qui est au Gabon. Il suffit de voir le porte-sac de Omar Bongo. Il suffit de voir comment ces gens-là créent des coups d'État partout en Afrique. Coup d'État constitutionnel, coup d'État institutionnel. Ils ne voient pas ça, ils verront tout simplement le coup d'État militaire fait par les autres. Un coup d'État quand ils n'ont pas choisi celui qui a fait le coup d'État. Quand c'est eux qui ont choisi le coup d'État, ils vont t'adouber tout de suite, ils vont t'accompagner. Est-ce que c'est leur faute? Non, ils sont dans leur logique. Des personnes incultes, des personnes qui manquent de courage pour reformer. France-Afrique n'est jamais terminée. Voilà à quoi ces gens-là servent la société. Persécuter les gens qui sont venus se battre tous les jours. Persécuter les gens qui sont venus se chercher parce qu'ils sont persécutés par ceux-là que la France a mis au pouvoir en Afrique. Les peuples se disent, voilà, si nos présidents sont appelés à aller se soigner en Europe, bon, on se dit que c'est là-bas que ça se passe.
Nous sommes persécutés. Notre bois, notre manganèse, notre diamant, notre or, tout ce que nous produisons comme richesse, ça finit là-bas en France, puisque c'est là-bas que nos présidents vont se soigner. Nos présidents vont résider. Qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple quitte aussi, se dit voilà, je quitte, je m'en vais me chercher de l'autre côté. Tu arrives là-bas, on te persécute. Et comme nous avons aussi des présidents pingouins, Tintin, Zozo, Waya Waya, quand ils ont fini d'investir là-bas, on n'a plus besoin d'eux, on arrache leurs biens, on les chasse. Les exemples, vous les connaissez. Mobutu. Vous avez vu Mobutu partir? Chassé. Bourget vous a dit comment Mobutu a été chassé, d'aller se faire soigner en France, on l'a chassé. Ils ont refusé. Vous avez vu comment Blaise Compaoré a été chassé. Vous avez vu ce qu'ils ont réservé à Bokassa. Vous avez vu ce qu'ils ont réservé à Idriss Déby. La liste est longue comme le bras. Ils ne le font pas seulement à vous autres sans papier. Ils ne le font pas seulement à vous autres qui allez chercher la vie en France. Ils le font même aux chefs d'État. Malheureusement, qui n'apprennent rien du tout. Voyez-vous? Mais le véritable problème, ce n'est plus eux parce que nous connaissons la routine. Nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Le véritable problème, c'est vous maintenant. Je sors d'un voyage. C'est un voyage qui ne me rapporte rien du tout. Mais qui me rapporte tout en termes d'humanisme. Je me suis déplacé pour aller voir les miens qui ont des problèmes de santé et qui ont des problèmes de papier. Je touche du doigt ce que je n'ai jamais eu dans aucun des pays que j'ai fréquentés. Alors, si je peux être utile aux autres, c'est ce que je devrais faire. Et je le fais à mon petit niveau. Voilà une association des Camerounais, dispersés partout. Le seul moment où ces gens-là sont solidaires, c'est pour s'insulter entre eux. Tu es Betty, Sadina. Tu es Bamileke, Tontina. Si ce n'est pas Cabral et qu'on a insulté, c'est Kamto qu'on va insulter, c'est Paul Biya qu'on va insulter. On ne se pose pas la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comment puis-je être solidaire à ceux qui n'en ont pas? Chacun s'assoit à la maison. J'ai des secrets sur toi. Il faut que je parle de tel. Si je ne parle pas de tel, vraiment, tel était tel. Non, tel a couché avec tel a fait ça avec tel. Voilà donc les vrais problèmes. Et chaque fois en France, c'est la même chose. Où sont donc les opposants pour aller manifester? Comment faites-vous pour ne pas vous mobiliser? Pour dire voilà, nous ne sommes pas le bétail des politiciens. Que quand vous voulez faire de la politique, vous venez nous persécuter. Pourquoi vous ne manifestez pas en France? La même chose ici, vous êtes où? Pourquoi vous ne manifestez pas pour dire voilà, ne venez pas nous persécuter. Si vous voulez nous faire rentrer, voici nos dossiers, voici nos dossiers. Vous ne vous mobilisez pas, pourquoi? Mais pour vous insulter entre vous, alors que vous êtes dans les mêmes conditions de vie. En France, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, en Angleterre, partout. En Belgique, vous avez les mêmes problèmes. Problèmes de papier. Mais pour faire des clashs, vous êtes trop fort. Aujourd'hui, vous êtes persécutés. Il faut souvent, non, celui-là, non, c'est un Gabonais. Non, ça c'est les Gabonais. Non, celui-là, c'est un du Burkina. Celui-là, il est du Niger. Non, celui-là, c'est un Camerounais. Non, vraiment, les Camerounais aillent se débrouiller. Mais quand les Européens veulent faire leurs choses, ils ne font pas la différence. Ils se mettent ensemble pour vous persécuter. Regardez ce qu'ils font partout là. Regardez ce qu'ils font en Iran. Regardez le boxeur qui crée partout. Ils réussissent à vous diviser. C'est-à-dire que ces dirigeants pingouins, malhonnêtes et méchants, ont réussi à vous faire comprendre que l'AES, il faut priver vos frères de nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. C'est-à-dire, on a condamné l'AES avec la complicité des pays africains. Donc, ne donnez pas, rien ne passe pas. Condamnez vos pays. C'est-à-dire, on vous pousse à vous entretuer entre vous. C'est-à-dire, on vous dit à vos propres frères, ne donnez pas la nourriture au Mali, au Burkina, au Niger. Parce qu'ils ont décidé de se débarrasser des Français. Pour cela, n'envoyez pas la nourriture là-bas. Ça se passe devant vous. Et tout Camerounais, tout Africain, tout Sénégalais ou toute autre personne qui tente de parler en leur nom, il est persécuté. D'autres sont chassés en Europe, en France. Bien, monsieur, voilà ce qu'on vous a rendu. C'est-à-dire, tu t'assois, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Je suis venu ici avec qui? Qu'est-ce que je fais ici? Quelle est ma première priorité? Qu'est-ce que je devrais avoir ici dans ce pays pour être à l'aise? Ça ne t'intéresse pas. Tout ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut insulter, entrer dans des choses qui ne te concernent pas, rentrer dans les vies des gens. Commencer à raconter, alors tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail, tu es impliqué dans le faux. Il est impossible de vous mobiliser pour résoudre un certain nombre de problèmes. Votre mobilisation, c'est des lives à ne plus en finir. Partagez, connectez-vous. J'ai à dire, je connais les secrets de tel. Vraiment, il faut, venez, vraiment partager. Ouh, classe, sautez. Mamba, non, mana, pamgan, mais
Non, venez. Maintenant, vous ne sortez pas pour dire mobilisez-vous. Pour qu'il y ait une stratégie. Chaque village a son association. Ah, c'est l'association de quoi? Non, c'est notre village. C'est les tontines. Hein. Bon, ça, c'est des petits. Hein. Bon, là-bas, c'est les Bassas. Là-bas, c'est les Bafans. Là-bas, c'est les Banganté. Là-bas, c'est les Tchang. Là-bas, c'est les Bakwantou. Là-bas, c'est les Bafoussam. Là-bas, c'est les Mbo. Là-bas, c'est... C'est-à-dire des micro-regroupements. On se retrouve, on mange, on s'insulte. On ne se pose pas de vrais problèmes. Je ne suis dans aucune association. Aucune. En dehors de celle que je dirige. Mais je suis là pour accueillir les autres. Je préfère être seul, être utile, que d'être accompagné d'une bande de personnes qui ne nous apportent rien dans notre petite structure. Voilà à quoi ça nous réduit. En France, les Africains en France sont capables de décider d'une élection. Cette fois-ci, on décide que voilà le président que nous allons élire. Voici le président que nous allons pas voter. Ils sont tellement nombreux qui ont épousé les Françaises. Les Françaises sont tellement nombreuses qui ont épousé les Africains. Ils sont Africains, ils sont Français. Ils ont accouché des enfants qui sont capables de voter. Mais vous n'êtes pas capable de vous mobiliser. Chaque fois vous êtes persécuté par une autre association d'imposteurs. Est-ce que vous croyez que dans cette France, sur cette terre, on peut arrêter un Israélien quelque part pour un problème de papier? On peut arrêter un Juif quelque part pour un problème de papier sur cette terre? Est-ce que vous pensez ça en tant que soit? Voilà un peuple qui se cherche encore, le peuple juif. Jusqu'aujourd'hui, ce peuple-là cherche encore sa terre. Mais ce peuple-là ne peut pas manquer de papier sur aucune terre, sur cette terre. Le peuple d'Israël que vous voyez là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de ce peuple-là. Mais aucun juif ne peut manquer de papier nulle part. Mais vous avez des terres chez vous. Vous êtes chassés chez vous comme le porteur de sac est en train de le faire à côté du Cameroun. Ils vous chassent pour donner les terres aux Libanais. On vous chasse au Cameroun pour donner les terres aux Chinois et aux Libanais. La planche sur laquelle Parrain est allongé est tout ce qu'il reste de son domicile. Nous sommes au carrefour Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e. Aux environs de 8 h du matin, les populations de cette partie de la ville ont vu les engins de la communauté urbaine de Douala ravager leurs propriétés. La plupart installés en bordure de route. Vraiment, j'ai eu beaucoup de douleur dans le cœur. Parce que ça, c'était ma vie. J'ai travaillé ici depuis des années sans problème. On n'a jamais reçu une convocation ici, ni une sommation. Mais ce matin, j'ai été surpris qu'on m'appelle, qu'on est en train de détruire mon local. Une centaine de familles est touchée. Les pertes matérielles sont importantes. Les choses qui étaient dedans, il y avait déjà les canapés, les congélateurs, les caméras de surveillance. Mais tôle, ils détruisent la tôle, ils les mettent comme ça. Ils jettent à côté. Je me suis même demandé si c'est les êtres humains. Sur les lieux, des familles désœuvrées et en colère. J'accuse mon bailleur. On lui a avisé qu'on devait casser depuis 4 mois. Il nous a rien dit. Ce matin à 8 h, on voit seulement les engins garés, les militaires partout.
qu'on vient casser. On va faire comment? Ça là, c'est pourquoi il parle depuis le matin, ça avec le bébé, c'est sur la pluie. I can't for you around a war for Usai, I come from Norway region. They don't bring me all tea, I go for farm for buy corn. I want to come back, they don't bring all tea, carry all tea for house, I don't know play where I will go. I don't even know play with my picking them there. Pourtant, selon les témoignages d'un ancien résident, les habitants avaient obtenu gain de cause dans un litige qui les opposait à un particulier à la faveur d'une décision de justice. Il nous a sommé en déguerpissement. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas obtenir les sortions de signature ne passaient pas à la gendarmerie, ils nous ont amenés au tribunal. Au tribunal, nous avons eu gain de cause. Nous ne connaissons pas sur quel acharnement. La mairie nous détruit comme ça, dit-il, parce que nous n'avons pas le permis d'implanter. Or, nous leur avons écrit que le maire nous a répondu. Je vais vous donner les documents maintenant que allez vous conformer à la réglementation telle que le ministre a écrit. Moi, personnellement, je n'ai pas de l'arrêté parce que je suis sous la haute tension. Mais les 4 voisins ont leur arrêté. Délaissés, les riverains n'ont qu'une idée en tête, trouver où passer les prochaines nuits. On vous chasse en France. Avez-vous déjà entendu un président se lever, parler des papiers de ses compatriotes? En France, un président. La seule personne qui s'est élevée une fois s'appelait Muammar Kadhafi. On a arrêté son fils en Suisse, il a aussi arrêté d'autres Suisses là-bas, il les a mis en prison. Le reste là, on prend votre argent, on vous chasse, on vous condamne, vous payez la France pour être président. Vous payez le gouvernement français pour être président. Gbagbo est témoin. Et il parle. Mais les autres font aussi la même chose, mais ils ne parlent pas. Attendez quand le président Biya ira se reposer. Vous allez voir le Bourgi la sortie des livres et vous dire les gens qui prenaient les montants d'argent de Paul Biya. Partout dans le monde, hein. Et vous ne vous basez pas sur votre vie. Vous vous asseyez là pour vous occuper des vies des gens. Regardez comment vous êtes traités en France. Je vous assure, je ne parle pas ici parce que je suis en sécurité ou bien j'ai choisi de parler parce que si je ne parle pas, ceux qui viendront, qui ne sont pas encore nés, diront que nous étions tous des potrons. Il faut parler pour dire aux enfants, nous ne sommes pas venus ici. Nous constituons une brigade, un bataillon, une compagnie, un groupe, une armée en guerre pour la survie des nôtres et de nous-mêmes. Et pendant que nous sommes au théâtre de guerre, certains champions, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'attaquer aux autres. Alors que vous avez le même problème. Mon petit, Alex, j'ai voyagé avec toi, tu me posais la question. Tu sais, en France, là, il y a un monsieur qu'on appelle J. Remingono, mon grand frère. Parfois, on fait 6 mois, on ne se parle pas. Et pourtant, on s'entend, on se comprend. Dans nous, on fait 3 mois, on ne se parle pas, parce que chacun est occupé. Je ne peux jamais me lever pour dire, oh, grand, bon, ok, connectez-vous. Déjà que ce mot-là, je ne l'aime pas beaucoup. Bon, voilà, le grand frère, J. Remingono, ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il n'a pas dit là, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il a dit, ce n'est pas dans notre éducation. Jamais. Jamais ça n'arrivera. Parce qu'on ne dit jamais, jamais. Mais en ce qui nous concerne là, ça fait plus de 20 ans qu'il m'a trouvé en France. Je suis dehors depuis 33 ans, cette fin du mois-là. 33. Ça n'arrive jamais. Alors que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Jamais. On ne peut pas être d'accord sur tout. Je ne peux pas condamner ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ces canaux de renseignement et d'information. Je suis d'abord journaliste de métier. Moi, je suis un militaire, je suis un soldat. Donc, il ne peut pas me reprocher ce que je publie parce qu'il ne connaît pas mes sources d'information. Je respecte son canal parce que quel que soit ce qu'il va dire, il est dans mon groupe, je suis dans son groupe, nous avons un seul adversaire, le système du président Biya. Pourquoi est-ce que tu penses que je vais m'asseoir ici? Bon, je vous dis, hein, vraiment, connectez-vous, j'ai quelque chose à dire contre, vraiment, J. Remingono est monté, J. Remingono est descendu. Ça n'arrivera jamais. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, ça ne peut pas fleurir mon esprit. Mais par contre, ici, je dois prendre la position de tout Camerounais qui a un problème. Il faut que je prenne position pour aider. Tu ne m'entendrais jamais prononcer le nom d'un Camerounais. Même si tu insultais mes parents, pour moi, ce n'est pas un problème pour le moment. Je prends, je garde. Le premier journaliste qui a insulté mes parents, je le connais, il est là au Cameroun. Il a un journal qu'on appelle Intégration. Il avait insulté ma mère pour rien. Il ne la connaît pas. Alors que je l'ai accueilli ici, je lui ai même donné des vêtements. J'ai donné de l'argent.
Mais il part au Cameroun parce qu'on les paye pour insulter des personnes à l'époque de Martin Benguer Boudou. Moi, j'ai gardé son article. Il est gardé au frais. Je n'en parlerai jamais. Aussi longtemps que je serai encore dehors, on n'en parle pas parce que c'est une perte de temps pour le moment. Je parlerai de ça le moment venu au Cameroun. Alors, voilà que les Libanais sont bien chez nous, mais nous sommes persécutés chez nous. On se persécutait entre nous au Cameroun. Bamileke, Bassa, tu as acheté le terrain ici. Non, on ne te vend pas le terrain, mais on vend à un Chinois. À l'extérieur, nous sommes persécutés. Là où on devait être solidaires, nous sommes encore persécutés par des gens qui vivent de nos richesses, c'est-à-dire la France. Et on regarde ça. On commente, on est dans les tontines. On est dans les divisions. C'est un Ivoirien, c'est un Camerounais, c'est un Sénégalais. Comme ça, on vous pique tous les jours. Aucune mobilisation. Attendez voir un jour où on va arrêter un juif pour le faire rentrer chez lui. Ce jour-là n'arrivera jamais. Le jour où ils essayent ça, la France tombe. Alors que, en termes de nombre, mes compatriotes juifs d'Israël ne sont pas plus nombreux que les Africains. Mais ils sont plus organisés que les Africains. Nous, nous sommes organisés dans la division. Nous sommes d'accord pour être en désaccord, pour nous diviser, pour s'entretuer. La seule fois où tu vois un Camerounais parler fort, c'est pour insulter son frère. Vous les avez vus ici, appeler les services d'immigration pour dénoncer leurs frères qui n'ont pas de papier. Vous avez vu cette affaire-là ici? Nous sommes le peuple le plus persécuté au monde. Persécuté. Alors que nous sommes l'un des peuples aussi productifs en termes de ressources humaines, dans tous les domaines. Même quand on parle de domaine atomique, on parle de domaine scientifique, on parle de domaine technologique, domaine sportif. Nous sommes dans tous les domaines, agricoles, nous sommes partout. Mais nous sommes ceux-là qui se détestent à un degré que vous vous posez la question mais quel est votre problème? La France c'est ton pays. Toi le français blanc, la France c'est ton pays. Tu as créé une terre quelque part. Le noir, toi qui es arrivé là-bas, la France c'est ton pays. L'arabe, la France c'est ton pays. L'ongenguero, la France c'est ton pays. L'albinos, la France c'est ton pays. Mais vous arrivez dans un pays où vous êtes venu vous chercher. Pourquoi vous vous détestez autant? La trahison. La trahison. Je n'ai jamais vu un peuple qui s'auto-déteste comme les Noirs. Notamment le peuple que je connais le mieux, les Camerounais. C'est-à-dire, vous pouvez compter des Camerounaises et des Camerounais qui produisent des contenus sérieux où on n'insulte pas. Eh bien, même ceux-là qui n'insultent pas, qui ont leur plateforme pour promouvoir l'alimentation, la médecine, se retrouvent à train d'être insultés. On ne te force pas d'aller sur ces plateformes. Regarde, prends ce qui t'intéresse, propose ce que tu as proposé, fais tes propositions, ainsi de suite. Je me pose la question, est-ce une malédiction? Est-ce le nom? Est-ce qu'il manque quelque chose dans la tête de cette... Je ne comprends pas. Comment faites-vous pour vous auto-détester comme ça? Alors, se comporter ici ouvre une porte aux autres de nous insulter, de nous mépriser, de nous détester. Et c'est à tous les niveaux. Les balayeurs de route vont se détester. Les infirmières vont se détester. Les présidents vont se détester. Les sportifs vont se détester. Le noir, c'est comme si c'était... Je ne sais pas si c'est quelque chose, une puce qu'on a mis dans votre corps pour vous détester. Alors que c'est dans la souffrance que nous devons être ensemble. Alors que nos pays, c'est l'hospitalité qui prime. Le vivre ensemble, le partage. Dès que vous sortez du Cameroun, vous devenez comme un lion. À l'époque, même on vivait avec des lions, on les caresse. Le Camerounais devient l'ennemi du Camerounais. Tu as peur de manger chez un Camerounais. Tu as peur de dire bonjour. Tu as peur de demander un service. Parce que tu vas parler avec quelqu'un qui va t'enregistrer. Non, non, j'ai les preuves. J'ai une affaire sur Oudouroussou, hein, vraiment. Mais comment? Oudouroussou est venu me voir, mais j'ai les dossiers sur Oudouroussou. Voilà la vie des Camerounais. 8 lives sur 10, c'est la vie des gens. Je disais à Alex pendant le voyage, pendant que nous étions en train de rentrer, je dis, mais mon ami, personne ne connaît le programme politique de Kamto, alors que c'est un programme politique menu, riche. Qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, qu'est-ce que Kamto vous a dit? Si je ne suis pas là un jour, continuez le combat. Mais quel combat allez-vous continuer? En insultant les gens, en détestant les autres? Vous ne connaissez pas le programme politique de Kamto. Comment vous allez continuer le combat? Et ça, je vous dis ça depuis même quand Kamto était en prison. Qu'il faut que quand il va sortir, qu'il trouve que vous avez, préparé des choses à ajouter dans son projet. Qu'il l'accueille, ou qu'il n'accueille pas, mais qu'il trouve que vous avez travaillé.
Quand il sort de prison, qu'est-ce qu'il a trouvé? Les divisions, les insultes, la détestation, le tribalisme. Paul Biya, pareil. Le seul programme politique que mes propres parents du centre, du sud, de Petit Nanga ont, c'est que Paul Biya reste au pouvoir. Elle est bien. Comment vraiment de dire, mon frère, il faut que Paul Biya reste seulement là-bas. Paul Biya reste là-bas, à son âge. Mais quand tu as un problème, tu appelles ton frère qui est en France. Tu as un problème, tu appelles ton frère qui est aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en Turquie, en Arabie Saoudite. Mais tu portes la tenue du RDPC, mais tu cours partout que Paul Biya reste encore là-bas. Et dans votre village, vous n'avez même pas le B.A.B.A, l'eau, l'électricité, l'emploi, la sécurité. Mais mes frères de Petit Bounanga, Paul Biya doit sauf que rester là-bas. Mais une fois que tu n'es pas d'accord avec eux, tu deviens une cible à insulter. On t'insulte, mais c'est à toi qu'on vient demander des services. Alors, quand vous écoutez des comportements comme cela, vous pensez que vous voulez aller où avec ça? Vous pensez que nous allons où? Le peuple le plus productif dans tous les domaines est le peuple le plus détesté. Quand on parle des sans-papiers ici, aux États-Unis, on va d'abord regarder les Africains. Tous les jours, on se lève, on dit voilà, les gars, comme vous voyez là, tel pays va se retrouver dans la liste de ceux qui ne doivent pas entrer aux États-Unis. Si il n'y a pas avoir plus grande humiliation que ça pour nos chefs d'État. Chaque jour, non, on a sorti 12, demain on va sortir 27, après on va sortir 35, après on va sortir 55. C'est-à-dire que tous les jours, c'est comme si on était en train d'aller au paradis. On dit non, si vous ne faites pas ceci, vous n'allez pas au paradis. Alors que nous avons tout pour permettre à nos pays de vivre comme le paradis sur terre. Est-ce que vous pensez qu'un tel document, on peut mettre le nom de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes là-dedans? If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. Alors que ces pays-là, en termes de ressources humaines, ne nous atteignent même pas à la silhouette. En termes de ressources du sous-sol, ils ne nous atteignent même pas à la silhouette. Mais ils sont respectés. Ils sont respectés. Regardez le Kim Jong-un, le président, c'est nord-coréen là. Lui et moi, nous partageons au moins le même tailleur. À l'époque, quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que ses parents, on a travaillé le même pailleur avec nos pantalons. Autre pas de pantalon de Yankee Boy. Pas de football, il n'a pas gagné les championnats de Coupe du Monde, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais quand tout le monde parle sur cette terre, on dit non, faites attention à celui-là, il ne s'amuse pas. Mais chez nous, c'est quoi? C'est les prostituées, c'est des lives, c'est les insultes, c'est la méchanceté à outrance, c'est la dénonciation des choses qu'on invente, on insulte des gens dans les familles, on détruit les familles. Pour rien, dans la diaspora, vous êtes venus vous chercher et non venus vous diviser ici. Apprenez à vous chercher, apprenez à mener une vie. Je suis, chaque fois, quand je passe par Washington, Maryland, ces États-là, mais tu vois des femmes qui se battent. Elles ont des restaurants. Elles ont leurs petites activités. Ils sont des taximans. Ils font dans la sécurité. Ils sont des comptables. Ils sont des médecins. Ils sont des infirmiers. Ils sont des ingénieurs. Ils sont des professeurs. Ils sont des enseignants. Mais vous avez toujours trouvé que c'est toujours des Camerounais qui vont m'appeler. Non. Celui-là, quel est le restaurant là-bas là? Momba. Il n'a pas de papier. Hein. Un Camerounais qui appelle les autorités pour qu'on aille persécuter un autre Camerounais dans son restaurant. Je vous ai parlé de ça ici. Le jeune Merlin. L'un des gars qui fait des poissons frais. Il n'est pas seul. Ils sont comme ça. Ils sont nombreux. Qui ont des restaurants là-bas. Normalement, on devait être comme les Chinois. Aller là-bas en masse. Aller vivre. Aller commander, aller manger pour faire développer leur économie. Non, nous, c'est aller dénoncer, aller trahir. Ici, je ne sais pas quand est-ce que le Chinois meurt. Je vous assure, je n'ai jamais vu le deuil d'un Chinois. On ne sait pas quand est-ce que le Chinois meurt dans ce pays. Pourquoi? Ils savent ce qu'ils font pour pouvoir s'entraider. Je n'ai jamais vu un deuil. Même mes amis chinois, je ne sais pas quand est-ce que le Chinois meurt. Je ne souhaite pas la mort des Chinois. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là ont une telle organisation qu'ils ont créé tout un État. Partout aux États-Unis, dans les 50 États des États-Unis, il y a un État qu'on appelle Chinatown. Dans un État, ils ont créé un État. Ils ont leur maison, leurs avocats, leurs banques, leurs business, leurs activités. Chinatown.
ils sont là-bas. Nous, notre État, le plus connu, l'État de la division. Si tu veux voir la division, la méchanceté gratuite, le Congo-ça, le cancan, le mensonge, la manipulation, la destruction gratuite, va chercher les Camerounais. Oui, monsieur. La famille de Mayema Bouy. Pendant ce temps, ils se persécutent ici, à l'extérieur. Le gouvernement de Paul Biya les persécute. Pendant qu'ils sont en train de se persécuter là, s'auto-persécuter entre eux, on fabrique des faux médecins au quartier, qui vont les gouverner demain. On est en train de les installer dans les compagnies pétrolières, chacun se positionne. Pendant ce temps, toi, tu es en train d'insulter ton frère qui se bat aux États-Unis, en France, en Angleterre. Vous vous battez ici, la France vous persécute, alors que ceux qu'on fabrique là vont aussi être sous la botte de la France. Mais toi qui es intelligent, toi qui se bats, tu insultes ceux qui te défendent pour être commandé demain par des faux docteurs. Je n'ai jamais vu ça. Eh, Bruno Tagny, je ne sais pas qu'est-ce qui avait donné l'inspiration à cet enfant. Je n'ai pas la note là avec moi là, tout de suite, vraiment. J'aime lire cette note là. J'aime lire la note de Bruno Tagny. Aucun Camerounais n'a jamais... Il y a des Camerounais qui écrivent des livres, hein, ils sont tellement nombreux. Mais aucun Camerounais n'a jamais écrit un paragraphe qui décrit le comportement des Camerounais plus que Bruno Tagny. Il n'y en a pas. Il faut que j'imprime ça demain. Je retrouve ça parce que j'avais imprimé. Il faut que je retrouve ce document-là. Je vais régulièrement vous lire ça comme je le faisais à l'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peuple qui ne vit que dans la méchanceté. Et dans tous les domaines. Allez regarder le football. Ils s'entretuent entre eux. Allez regarder dans la politique. Parti au pouvoir. Ils s'entretuent entre eux. Dans l'opposition, les divisions. Ben Sikiner, division. Dans le chômage, division. Dans les familles, division. Le père couche ses filles, les filles couchent le père, la mère partage le même mari. Des divisions partout. Et vous voulez qu'on réussisse comme ça? Comment on va réussir? Et ceux qui essayent de parler pour vous, des pingouins, des tintins vont s'asseoir, ils vont insulter Jipo de Mingono, ils vont insulter Nouma Patrice, ils vont insulter Calibri Calibro, ils vont insulter toutes celles de ceux qui essayent un peu de lever le ton en parlant des choses de façon objective. Il faut ils veulent vous ramener à leur petit niveau. C'est comme ça. Et ils ne se posent pas des questions que le monde que vous êtes en train de voir là va changer, va redevenir radical. Même travailler en tant que praticien dans certains pays va devenir très difficile. Alors il faut développer nos pays. Non. Tout le monde veut être président. Et quand tu sais qu'il y a une personne qui a la possibilité d'y aller, au lieu de le soutenir, il faut le ramener à ton niveau. Tu le tires vers le bas. En le tirant vers le bas, propose quelque chose. Non, tu ne proposes rien. Tu veux qu'il soit à ton niveau. Non. Les gars, faisons attention. Le monde est en train de changer. Nos parents qui étaient morts, assassinés par la France, n'avaient pas nos moyens. Mais ils ont écrit leur nom sur les livres d'or de l'histoire. Mais nous sommes devenus des mangeurs de caca à Dubaï. Nous sommes des traîtres. Aujourd'hui, là, on arrive à condamner des présidents en Europe pour avoir arraché leurs biens. On condamne un président. On l'accuse des biens mal acquis. Alors que les mêmes biens mal acquis dont on accuse ce président ont été volés en Afrique pour donner au président français. Mais on condamne le président africain, équato-guinéen, on condamne le président du Gabon, on condamne le président du Congo, on condamne le président de la Guinée équatoriale, on condamne celui du Cameroun. Alors que ces gens-là volent pour donner aux mêmes personnes la France. Et c'est cette même France-là qui les condamne et qui les tue. Comme ils ont tué Idriss Déby, comme ils ont détruit politiquement Gbagbo. Et on est là, on regarde. Toutes celles de ceux qui tentent de se lever, ce sont les mêmes personnes qui vont se lever pour venir attenter à ta vie. Vous comprenez qu'il y a un problème ici. Si vous ne faites pas quelque chose, nous allons être des esclaves. En fait, non, je ne suis pas avec vous. Vous allez être des esclaves toute votre vie. Toute votre vie, vous allez être des esclaves. Alors que Dieu nous a tout donné pour partager avec les autres. Nous devons nous battre pour dire aux autres que notre terre, l'Afrique, est une terre hospitalière, une terre d'accueil, une terre de partageux. Elle n'est pas plus riche que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes. Ce sont des gens généreux qui ont su s'organiser. Mais nous, qui sommes la fondation de la générosité, nous sommes dans la division, dans la méchanceté, dans la malhonnêteté. Voilà ce qui nous conduit aujourd'hui.
80% de mes déplacements sont pour aller aider mes compatriotes. Alors qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas dans notre organisation, qui nous sont 1%. Alors que je cours partout là, on paye des transports. Chaque fois que je me déplace au moins avec une dizaine de personnes. Au moins. Qui sont pris en charge, hôtel, restauration, alimentation et tout ça. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Non, c'est parce que j'ai choisi ma mission. Et Dieu m'a béni. Il m'a donné la santé, il m'a donné le courage, il m'a donné la force. Pas parce que je suis trop fort. Non, mais je fais ce que j'ai à faire et que j'ai choisi de faire. Pour l'intérêt des miens que vous êtes. Mais changez. Changez ça. Maintenant, je ne vous entends pas. Personne ne parle de la persécution. Les Camerounais les Africains sont la chasse aux sans-papiers. Personne ne fait un live pour vous dire ce qu'il faut faire. Comment il faut s'organiser. Non, il n'y a personne. Mais quand c'est un homme politique, c'est là où vous voulez montrer que je suis Bamileke, il faut que j'aille soutenir mon frère Bamileke. Je suis Betty, il faut que j'aille soutenir mon frère Betty. Maintenant, les deux, ni Bamileke, ni Betty, Bassa, Douala, il n'y a personne qui est là pour vous. Vous êtes abandonné à vous-même. Oui, monsieur, vous êtes abandonné à vous-même. Qui parle pour vous? Où est le ministre des Affaires étrangères? Les Camerounais ne connaissent pas où se trouve l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Allez voir l'ambassadeur de France en Afrique. Il va dans les villages, il est dans les chefferies, en train de faire les posters. On lui offre des choses. Ici, l'ambassadeur du Cameroun, c'est un vendeur de voitures. Il fait son business. Oui, l'ambassadeur du Cameroun, ils sont dans leur business. On ne sait pas où est le consul. Tu envoies un document parce que tu veux un papier pour aller à un deuil dans ton village. Tu n'as pas le passeport. Il y a une jeune dame là qui a eu deuil, où elle a perdu sa mère. Elle paye même le plus fort pour obtenir le laisser-passer pour aller au deuil. Elle appelle l'ambassade, il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle vit dans un autre état. Il faut prendre l'avion pour venir. Il faut venir dormir. Donc là, ne serait-ce que pour son visa ou bien son laisser-passer, il faut qu'elle dépense $1500 qu'elle n'a pas prévu. Oui, monsieur. On ne sait pas où est l'ambassadeur. On ne sait pas où sont les consuls. Ils sont dans leurs affaires alors que le consul... L'ambassadeur de France, le consul français, ils sont partout. En Afrique, dans nos champs, dans nos villages, dans nos chefferies, dans nos bureaux, à la présidence. Ils sont partout pour l'intérêt de leur et de leur pays. Nous, l'ambassadeur ici, mon ami, va voir là où on vend les voitures. Tu vas souvent en train de discuter là-bas, en train d'acheter des voitures. Ils sont dans la laborée, ils sont en train de chercher la position de leurs enfants. Mais le pays, Walloupe. Je quitte ici, moi, je m'en fais balayer l'ambassade du Cameroun. 3 semaines, je dors là-bas alors que je n'ai pas de passeport. Je le fais pour moi? Non, je le fais parce que je dois relier ce qu'Amadou Idjo a laissé. Si ça ne me sert pas, il faut que ça serve les prochaines générations. Le Cameroun ne m'a pas donné de passeport, mais l'Amérique m'a permis de sortir et d'entrer. Il y a des pays africains qui m'ont donné des passeports. Alors c'est pour ça que je dois abandonner l'ambassade. Non, je dois faire pour permettre aux prochaines générations de ne pas souffrir. Qu'on ne vende pas ce bijou. Je l'ai fait. Quand je dors la nuit, j'ai le sentiment d'avoir été utile. Je dors. Est-ce que j'ai été payé? Non, mais Dieu m'a donné les jours de vie. Pour que je puisse voir cette ambassade-là aujourd'hui propre. Et que les gens rentrent et sortent. C'est une fierté. On ne les voit pas. On ne voit pas l'ambassadeur. On ne voit pas le consul. On ne vous voit pas vous mobiliser. Même pour dénoncer tout ça. Vous mobilisez pour dire que l'administration ne fonctionne pas dans ce pays. Pour nous, qui sont Camerounais, non, on ne vous voit pas. Mais il faut vous voir, allez vous plaindre des logements en France. Allez vous plaindre des dirigeants français. Allez vous plaindre de ceux qui ont bâti leur pays avec la complicité, le concours, le courage de nos propres ancêtres. Vous n'avez rien. Vous êtes méprisé, vous êtes torturé, vous êtes insulté, vous êtes arrêté, vous êtes renvoyé dans vos pays et vous bien arrachés. On ne vous renvoie pas seulement comme ça, on vous laisse, on vous dit va chercher tes choses, tu rentres. Non, on te fait partir et il reste récupérer tes choses. De gouvernants voleurs, de gouvernants mafieux, de gouvernants délinquants. Et depuis des décennies, vous n'apprenez rien. C'est toujours la même chose. Chaque fois. Et regardez l'argent que nous faisons partir au Cameroun. Regardez ce que les Camerounais font partir chez eux. Si cet argent a été bien organisé, même l'argent de l'État n'aurait pas besoin. Notre pays serait le paradis sur terre avec la diaspora.
Division, méchanceté, cancan, Congo-ça, assassinat, empoisonnement, méchanceté, dénonciation, pour rien. Vous cherchez quoi? Vous discutez quoi? Qui a un champ ici? Personne. Alors, les autres profitent des Rotario, c'est Rotary, je ne sais pas comment on appelle le Boutman là, ministre de l'Intérieur, persécuter les personnes. Voilà leur politique. La seule politique que ces gens-là savent, c'est faire de la diplomatie, de manipulation, d'installation, de terrorisme partout, persécuter les Arabes, les musulmans et les Noirs. Voilà la seule politique de la France. L'économie a plongé. Si ce n'est pas ça, c'est promouvoir le sodomifiant. Voilà tout ce que ces gens-là font. Ils veulent aller combattre la Russie. Ils veulent aller combattre les Chinois. Pendant que les Chinois et les Russes avancent, la France fait la promotion de la nustocratie. Maintenant, ils sont là, il faut... Non, on n'a pas participé à l'attaque. Hein. Bon, voilà. Non, l'entité a le droit de se défendre. Hein. Bon, l'Iran aussi, mais je pense que l'Iran... Ils sont toujours dans l'ambiguïté. Ils ne sont pas clairs dans leur position. Dès qu'ils sont dos au mur, ils changent de position. La même France que vous voyez là, les dirigeants français, il ne faut pas mélanger tout le monde, ont tué des Juifs. Je n'ai jamais vu un peuple aussi traître comme les dirigeants français. Les Juifs que vous voyez là, vous pouvez les détester, vous pouvez les aimer, mais il faut reconnaître d'où sortent ces gens. La France a persécuté ce peuple-là comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais les Juifs nous dépassent. Parce qu'ils sont sûrs, ressources humaines, en petit nombre, se mettre ensemble, se dire voilà, le monde va compter avec nous. Ils se sont mis ensemble pour dire voilà, le monde, dès que tu touches un Juif, les télévisions vont en parler pendant au moins 6 mois. Je ne parle pas de l'avoir assassiné. Les télévisions s'arrêtent, on ne parlera que de ça. Que ce soit vrai ou faux, ils ne parleront que de ça. Mais un noir qui meurt, mon ami, tu es un bandit, comme me disait un ami. Dès que tu vois un noir avec les mains levées aux États-Unis, sache qu'il est arrêté par la police ou alors il joue au basket. Il va parler pour nous. Personne. Personne ne parle pour nous. La seule fois où tu vois un noir parler, c'est pour dénoncer son frère. C'est pour accuser son frère. Pensant que quand il a fait ça, lui sera bien traité. Dès qu'on finit avec ton frère, on te prend toi-même. Regardez seulement le balai des chefs d'État qui sont morts, qu'ils ont assassinés, qu'ils ont détruits. Et ça continue. Le porteur de sac que vous voyez à côté du Cameroun là-bas, regardez ce qu'il fait à son peuple. Regardez ce qu'ils font au Cameroun. Personne ne se lève. Ceux qui sont capables de faire quelque chose, non, il faut les détruire tout de suite. Faites attention les gars. Il faut sortir de ce cycle infernal d'esclavage, de traite des Noirs, de néocolons, d'esclavage. Là, c'est devenu, le Noir est devenu comme, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui pour vous faire comprendre que il va falloir changer. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut avoir des codes pour survivre dans un monde comme celui-ci. 1884, 1885 est encore en train de se dessiner. Et vous faites ce jeu-là. On vous piétine, on vous méprise. Parce que vous êtes des arrivistes. Vous voulez fonctionner en insultant les autres, en mentant sur les autres, en oubliant votre propre vie. Personne dans vous là n'a jamais vu que j'ai des papiers ou pas. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais je me suis toujours arrangé, dans chaque pays où j'arrive, d'abord à me poser la question, comment je vais survivre dans ce pays? 3 jours plus tard, c'est réglé, jusqu'aujourd'hui. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Chine, que ce soit partout, je n'ai jamais eu ce problème-là. Alors je me bats pour ceux qui ont ce problème. Pour vous dire, ne perdez pas votre temps à s'occuper des choses qui ne vous apportent rien. Concentrez-vous. Regardez comment on nous humilie. Tu sors chez toi pour aller travailler, on t'arrête. Tu te retrouves au centre de détention. Une humiliation sans nul autre pareil. Pendant ce temps, nos présidents dorment chez eux. Aucun ministre des Affaires étrangères ne va se poser la question. Personne. Parce que ces ministres-là et ces présidents sont nommés par la France. Donc, ils sont là-bas pour jouer le jeu de la France. Ils ne peuvent pas s'opposer à vous. Ils ne peuvent pas s'opposer à eux. Donc, nous sommes des brebis sacrifiés. Nous sommes comme ça sacrifiés. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous voyez un peu? C'est pour ça que vous voyez que tant que vous n'imposez pas un rapport de force, comme le font régulièrement les autorités de l'Algérie. Toujours un rapport de force. Vous arrêtez un Algérien, vous voulez l'envoyer là-bas, le ministre dit, il n'entre pas ici, vous le gardez là-bas. Et ça marche comme ça. Faites tout ce que vous allez faire, vous finirez par aller négocier. Pour nous, vous allez appeler un dirigeant camerounais, vous allez appeler un dirigeant gabonais, il se couche, il me dit, sodomise-moi.
Non, vraiment. Non. Dès que tu l'appelles pour... Non, faites-le partir. Dès que vous le faites partir, même je viens aussi avec mes fesses, me sodomiser. C'est ça les présidents africains. En tout cas, certains présidents africains, ils se connaissent. Pendant ce temps, vous qui avez la possibilité de faire quelque chose, vous arrivez encore, vous êtes dans les divisions. Les lives à n'en plus finir. Des lives toute la journée. Pour dire, non, tel est sorti avec tel a couché avec tel a fait ci, tel a fait ça. Alors que si on arrête tous les footballeurs français qui sont noirs, ils décident de s'arrêter pour 5 secondes. La France s'arrête. Tous les basketteurs noirs, tous les coureurs noirs, toutes les femmes de ménage, tous les éboueurs en France, dans l'armée française, les noirs qui sont là. La France s'arrête et elle tombe tout de suite. Vous êtes un peuple qui ne connaît pas ce qu'il représente. Votre force, c'est pour vous autodétruire. Oui, monsieur. Alors, j'ai voulu te le rappeler, toi qui m'écoutes. Il faut te poser des bonnes questions. Si tu te rends compte que tu n'as pas une association qui puisse t'accompagner quand tu arrives dans ce pays, ou dans n'importe quel pays, va chercher les associations des droits de l'homme des Européens. Certaines associations sont mieux placées pour t'accompagner. Ne t'accoquine pas avec nos compatriotes, n'importe lesquels. Parce que les sources de tes problèmes partiront de tes propres frères qui savent que tu n'as pas de papiers. Malheureusement. Pendant que le juif va aider son frère à obtenir des papiers, le noir va aider son frère à ne pas obtenir les papiers. Il appelle la police. Il te jette dehors. Qu'il fasse chaud, qu'il neige, qu'il fasse froid. Tu te jettes dehors. Il appelle la police. D'autres jettent même leur propre maman dehors. D'autres jettent leur père, leur soeur, leur cousine, leur tante, leur femme, leurs époux. Te jettent dehors dans ce pays. Allez regarder les tribunaux. Ils sont pleins comme ça des problèmes des noirs. Comme toujours les mêmes. C'est eux qui font l'économie de ce pays-là. Payer les avocats, payer toutes sortes de choses pour s'entretuer. À la fin, ils n'ont pas les papiers eux-mêmes. On les arrête comme on est en train de vous arrêter là, comme le bétail. On vous envoie chez vous. Il faut que les choses changent. Et ça devrait changer. Et pour que ça change, c'est d'abord chez nous que ça doit changer. Ça ne peut pas changer si nous n'avons pas de leaders pour nous protéger. Ceux qui lisaient des livres saints, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas, que tu crois en Jésus, que tu ne crois pas, ces livres-là nous éduquent, tu apprends, tu prends ce qui est bon là-dedans, dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, ça t'instruit, ça t'instruit. Dieu a envoyé son fils, il est venu faire sa mission. Toi, tu es venu faire quoi aux États-Unis? Tu es venu faire quoi en France? T'occuper des vies des gens, t'occuper des vies des gens qui mènent la vie. Quel est ton problème? Voilà maintenant le moment de se mobiliser. Personne n'est capable de sortir. Ceux qui n'ont pas de papiers ne peuvent pas sortir, je peux comprendre. Mais ceux qui ont des papiers ne sortent même pas pour protéger ceux qui ont, pour dénoncer ce comportement-là. Mais il faut les voir sortir pour aller défendre des gens qui vivent déjà bien au Cameroun. Paul Biya et ses opposants vivent bien là-bas. Ils ont tout. Mais vous venez ici manifester pour eux. Bon, qui viennent alors maintenant manifester pour vous en France? Parce que vous n'avez pas de papier. Voilà donc le véritable problème. Apprenez à comprendre. Éteignez les télévisions et allumez les cerveaux. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.